Bonjour à tous, dans ce webinaire du CSTC, je vais vous parler de l'humidité ascensionnelle. Mon nom est Julie Desarnaud et je travaille dans le laboratoire Rénovation et Patrimoine. Donc, lorsqu'on parle d'humidité ascensionnelle, on a tous en tête, plus ou moins, on pense tous à ce type d'image. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment un bâtiment ancien sur lequel il y a une bande horizontale bien visible, à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur. Et cela, c'est pas pour rien. En fait, ça concerne, donc c'est un phénomène commun, mais qui concerne essentiellement les bâtiments anciens construits avant 1945 parce qu'en pied de mur, ils n'ont pas de barrière d'étanchéité. Et puis, ce 1 mètre, 1 mètre 50 correspond en fait à la zone où l'eau va s'évaporer et déposant avec elle toutes les impuretés qu'elle contient. Et c'est là aussi que tous les sels vont cristalliser et donc provoquer des dégradations. Mais ça ne concerne pas que les bâtiments anciens, ça peut aussi arriver aux bâtiments récents, même si eux ont des barrières étanches en pied de mur, à cause peut-être d'une dégradation de cette dernière, d'un mauvais placement ou bien d'un rehaussement du niveau des terres au-dessus du niveau de la barrière. Donc, comment l'eau va-t-elle pénétrer à l'intérieur du matériau? Tout d'abord, elle va pénétrer via la porosité du matériau de construction. La porosité, c'est l'ensemble des vides représentés par les pores par rapport à l'ensemble de la matrice solide. Sur l'image en haut à droite, vous pouvez voir en noir ici les pores, donc l'ensemble des vides, et en gris les grains de quartz, donc l'ensemble de la matière solide. L'eau va passer via ces pores et va monter dans le matériau car il a cette capacité d'être capillaire, c'est-à-dire il a sa capacité à absorber l'eau par succion dès qu'il est en contact avec elle. Et c'est un peu comme une éponge si vous voulez, ou plutôt comme un sucre que vous tremperiez dans un café. On voit que le café va remonter par capillarité dans la porosité du sucre. Ici, ce n'est pas un sucre, mais c'est un cube de silico-calcaire qu'on a utilisé parce qu'il a 30% de porosité et exactement les mêmes propriétés qu'un mortier de joint. Donc, on a trempé le premier millimètre, les 2 premiers millimètres dans l'eau et on voit en foncé le front de pénétration qui va monter, monter, monter avec le temps jusqu'à saturation totale de l'échantillon. Et il va monter à une hauteur maximale qui est régie par la loi de Jurin. Et ça dépend de la taille des pores du matériau. Plus les pores sont petits, plus la hauteur théorique est très grande. Bon, si on prend par exemple un pour matériau qui a des pores en moyenne de 1 micron, ça c'est assez commun pour les matériaux de construction, il devrait avoir une hauteur maximale théorique de 15 mètres. Donc ça n'arrive jamais en réalité. Pourquoi? On a des maximums de 2 mètres. Parce qu'en fait, ceci est un phénomène qui est dynamique. C'est un équilibre entre la zone, si vous voulez, entre le débit d'absorption de l'eau dans le matériau et le débit d'évaporation de l'eau vers l'extérieur. Donc c'est vraiment un équilibre et c'est la zone d'équilibre. Elle est bien représentée par cette bande en fait qui est très visible là où l'eau va s'évaporer. Et elle est située entre 50 cm et 2 mètres de hauteur. Donc, comment voit-on qu'il y a de l'humidité ascensionnelle dans un bâtiment? Quels sont les symptômes? Eh bien, tout d'abord, tout simplement, c'est les taches d'humidité en partie inférieure des murs, mais aussi tout ce qui est au niveau des planchers, pourrissement de tête de poutre. Et à l'intérieur, quand on voit pulvérisation de plâtre ou bien de décollement des peintures, ça aussi c'est très typique. Et puis, bien entendu, cette fameuse bande horizontale d'1 mètre de haut, là où on voit les dégradations, mais aussi où les sels cristallisent. Donc, on va vraiment voir cette bande d'efflorescence blanche causée par les sels. Donc maintenant, on a vraiment tous les symptômes. On aimerait évaluer la quantité d'humidité à l'intérieur du mur. Et pour cela, on a plusieurs méthodologies possibles. Donc déjà, on a des méthodes qui sont non destructives et des méthodes destructives qui, elles, nécessitent un prélèvement de matériel à l'intérieur. Mais ça, c'est pas toujours possible. Il faut savoir que les méthodes non destructives vont donner des index, donc des idées, des ordres de grandeur d'humidité, mais donc des résultats qui seront qualitatifs, à l'inverse des méthodes qui sont destructives. Là, on aura vraiment des résultats quantitatifs de précision. Donc la première méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs, c'est les mesures capacitives ou basées sur la résistivité électrique. Donc on sait que tout matériau non métallique a une résistivité électrique lorsqu'il est sec
très grande, beaucoup plus grande que lorsqu'il est mouillé. En effet, lorsque le matériau capte de l'humidité, il y a une forte baisse de sa résistivité électrique. Si vous prenez un bois, par exemple, lorsqu'il est sec, il a une résistivité électrique 1 million de fois plus importante que ce même bois avec seulement 20% d'humidité. Et donc, c'est basé sur ce principe. Ça va nous donner des mesures plutôt qualitatives, comme je vous disais, et qui ne sont surtout pas comparables d'un appareil à l'autre. Donc, si vous avez des mesures à comparer entre elles, faites-le avec le même type d'appareil. Pourquoi? Si on regarde le diagramme en haut à droite, au niveau du point noir ici, si je fais cette mesure avec l'appareil A, il me dira que le matériau est relativement sec. Alors que si je le fais avec l'appareil B, l'appareil D, il va me dire ah non, le matériau est relativement humide. Donc, il faut vraiment faire des comparaisons avec le même type d'appareil. Donc, c'est très facile. Au clic, on a une réponse. Le prix est abordable. En revanche, c'est très influencé par tout ce qui qui est conducteur, disons tout ce qui est sel, tout ce qui est éléments métalliques comme les armatures, et ça nécessite un très bon contact entre les électrodes et le matériau. La deuxième mesure est l'absorption de micro-ondes. Alors là, elle est basée sur le fait que l'eau est en dipôle et donc on va émettre un signal à travers le matériau et il va se créer un retard entre le mouvement du dipôle et la variation du champ. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer, on va regarder la différence qu'il y a entre le signal émis et le signal transmis. Et ce retard va se traduire, en fait, quand on compare les deux, par un déphasage et une atténuation de l'onde, en fait. Et c'est vraiment caractéristique de la quantité de molécules d'eau qu'il y a dans le matériau. Donc, c'est bien parce que ça ne nécessite pas un fort contact. Le temps de réponse est au clic, donc très rapide, et ça va donner une moyenne de la quantité d'humidité sur les 30 cm de matériau. En revanche, c'est très influencé par la densité et l'épaisseur, et son prix est assez élevé. Au niveau des méthodes destructives, donc dans tous les cas, il va falloir forer, récupérer du matériau. Donc ça, on va forer très lentement pour éviter la surchauffe et on va récupérer une vingtaine de grammes. Donc dans la première méthode, qui est la bombe à carbure, on va mettre ce matériau dans un contenant qu'on voit sur l'image en bas à droite, au fond métallique, et on va le faire réagir avec du carbure de calcium. Un gaz va se dégager et on va mesurer grâce à un manomètre au-dessus, si vous voulez, la pression induite par ce gaz. Et ça, c'est proportionnel à la quantité d'humidité qu'il y avait dans le matériau qu'on a introduit dans la bombe à carbure. Et là, c'est d'une très grande précision. Pour la gravimétrie, c'est pareil, vous prélevez, donc généralement c'est encore 20 grammes, on va dire, qu'on pèse et ensuite on va le sécher. Donc on le sèche soit en laboratoire, soit on peut avoir des fours portatifs par micro-ondes sur site et on repèse ensuite et la différence nous donne la quantité d'humidité. C'est une très très bonne précision dans les deux cas et puis c'est facile d'utilisation. À la bombe à carbure, il faut savoir qu'en 10 minutes, vous avez sur site votre résultat. En revanche, bien sûr, ça nécessite un prélèvement qui n'est pas toujours possible et ce n'est pas du tout adapté aux mesures qui sont continues. Donc, une fois on sait qu'on a de l'humidité ascensionnelle, qu'on connaît plus ou moins la quantité d'eau qu'on a à l'intérieur de maçonnerie, il va falloir intervenir. Et qu'est-ce qu'on a comme type d'intervention? Donc déjà, on a deux grandes familles, les interventions qui vont stopper l'humidité ascensionnelle et les interventions qui vont simplement jouer sur les symptômes, en fait, qui vont stopper les symptômes de l'humidité ascensionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler seulement du premier cas. Donc, le premier, c'est les interruptions mécaniques. Donc là, c'est vraiment une pose physique de barrière d'étanchéité dans le mur, à travers le mur. Et pour cela, on va réaliser en fait des saignées. Le plus simple est dans le joint horizontal. Et on va couper en fait tout le mur sur 1 mètre. On va laisser un intervalle de 2 mètres et on refaire une saignée de 1 mètre. Dans cette saignée, on va introduire cette barrière d'étanchéité qui peut être soit faite de tôle ondulée, de plaques métalliques, de matière plastique ou bien de matière bitumineuse. Et dans tous les cas, on va attendre que le mortier qui sera hydrophobe de compaction soit dur pour pouvoir passer à la tranche suivante, une saignée de 1 mètre sur un intervalle de 2 mètres et encore une nouvelle saignée.
Donc ça, il faut savoir que c'est d'une efficacité redoutable si c'est bien mis en œuvre. Et j'insiste énormément là-dessus, il faut que ça soit vraiment bien mis en œuvre. On remarque par exemple sur le dessin au centre qu'il faut vraiment un recouvrement de cette barrière étanche pour une bonne efficacité. En revanche, il faut savoir que ça ne sera pas applicable aux murs épais, aux murs en moellon dépourvus de joints horizontaux continus, et puis aux murs instables et aux maçonneries instables forcément. Donc la deuxième possibilité pour stopper en fait cette humidité ascensionnelle, ce sont les injections. Donc c'est des injections, c'est des traitements chimiques et on utilise différents types de produits. Donc tout d'abord, on utilisait des bouche-pores, ce sont des silicates alcalins, mais le problème dû à une mauvaise tension de surface, il avait vraiment des problèmes de migration et ça créait des produits secondaires néfastes. Donc ce produit, nous ne l'utilisons plus. On utilise plutôt des produits hydrophobes, hydrofuges, comme des silanes et des siloxanes, siliconates, stéarates et produits fluorés. À savoir que les siliconates, aujourd'hui, c'est pareil, on ne les utilise plus car, en fait, pour polymériser, pour rendre vraiment cette barrière étanche continue, le siliconate a besoin pour sa réaction de CO2 de l'atmosphère et à l'intérieur d'un mur massif, généralement, il y a peu de CO2 disponible, donc ça rendait son efficacité très faible. Sous quelle forme peut-on trouver ces produits? Sous forme liquide ou sous forme crème et gel? Et là, ça devient intéressant parce que si vous avez un mur avec de nombreuses fissures ou très compact ou très hétérogène, le gel permettra de ne pas faire partir tout le liquide, par exemple, via les fissures, via les cavernes au sein du mur. Donc c'est pratique parce qu'on va injecter sous forme de gel et avec le temps, le produit va diffuser à l'intérieur du matériau. Et les produits sont sous deux phases, une phase solvant organique ou une phase aqueuse. Donc il faut savoir que si on a un produit liquide, par exemple, qu'on injecte qui a un solvant organique, eh bien, ça va émettre énormément de COV parce qu'on injecte des litres et des litres et des litres de produits. Donc il ne faut pas que les locaux soient habités pendant l'évaporation parce qu'il y a une très grande gêne. Si on a des produits à solvant organique, il vaut mieux pour cela utiliser des produits sous forme de crème car ça va limiter l'émission de COV. Donc, comment on va mettre en œuvre? On va donc forer le mur. À quel niveau? Au niveau au-dessus du niveau le plus haut. Par exemple, si vous regardez l'image au centre, on voit que le niveau le plus haut par rapport au mur est l'extérieur. Donc, on va forer juste au-dessus de l'extérieur des trous avec un intervalle d'à peu près entre 8 et 12 cm et on va forer en profondeur jusqu'à atteindre 2-5 cm du mur opposé. Il ne faut pas percer l'entièreté du mur. On va ainsi ensuite injecter, donc si c'est sous forme liquide, on peut le faire à basse pression. Donc là, ça va permettre de remplir en premier les fissures, mais ce n'est pas fait pour diffuser le produit dans le matériau. Mais c'est un type d'injection, là il faut faire attention aux tâches. On peut aussi injecter par gravité, donc à l'aide de récipients qu'on pose en attente et qu'on remplit au fur et à mesure. Et en crème, ici, on va remplir, c'est par injection manuelle, on va remplir le trou qui a été foré. Et dans tous les cas, ensuite, il va falloir boucher ce trou et pour les crèmes, juste les premiers millimètres parce que le produit remplit le trou et va diffuser lentement. Un autre type d'intervention, c'est la pose de conduit d'assèchement. Donc là, à l'intersection, si vous voulez, des joints, on voit qu'à chaque fois, sur l'image de gauche, c'était au château de Versailles, donc ça a été fait beaucoup au château de Versailles, on va creuser à l'intérieur. Pourquoi? Le principe est d'augmenter la surface d'évaporation et donc d'augmenter l'évaporation de l'eau contenue dans la maçonnerie. En fait, le problème, c'est que dans ces conduits-là, il n'y a pas assez d'évaporation. Et donc il n'y a pas de ventilation, l'évaporation n'est pas si bonne que ça et on crée en plus des ponts thermiques. Donc on va avoir des condensations à l'intérieur de ces conduits qui vont en fait provoquer le développement microbiologique. La surface d'échange est très limitée. Pour des lieux, ça marche vraiment que pour des lieux qui sont secs et chauds, donc ça ne marche pas forcément bien en Belgique. Et en plus, il faut savoir que c'est cher et que c'est des travaux qui sont assez lourds de mise en œuvre.
Et puis, il y a tout ce qui est méthode électrocinétique, donc électro-osmose passive. Donc là, c'est basé sur le fait que, donc, dû au courant tellurique, il y a une différence de potentiel naturel entre la construction et le sol. D'accord? Et comme on peut le voir sur l'image de gauche, le sol, en fait, va être chargé, si vous voulez, positivement et la maçonnerie négativement, ce qui en va entraîner les remontées telluriques. Donc, dans ce cas-là, on va annuler cette différence de potentiel en introduisant une électrode de cuivre à l'intérieur de la maçonnerie qu'on va relier par un conducteur isolé à la terre via des piquets en zinc ou en fer. Donc, en fait, on va créer un effet de pile en utilisant ces deux matériaux, zinc ou bien fer et cuivre. Et ça va arrêter les remontées capillaires. Au niveau de l'électro-osmose active cette fois-ci, donc on va vraiment créer une différence de potentiel pour annuler, pour l'inverser si vous voulez, entre le mur et le sol, donc en imposant une source de courant continu entre les électrodes insérées dans la mur et la prise de terre. Là, c'est difficile à mettre en œuvre et en application sur site. Pourquoi? Parce que ça nécessite des voltages assez importants et du coup, ça risque d'être dangereux pour avoir une bonne efficacité. Et la dernière intervention dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est paraphysique, électromagnétique. Donc c'est très facile d'installer, c'est un boîtier en fait qu'on va mettre en place, qu'on va brancher, donc c'est pas invasif. Et il marche sur le principe qui va envoyer des impulsions d'ondes électromagnétiques, créant un contre-champ magnétique qui influencerait le mouvement des molécules de dipôle. Donc ça a un rayon d'à peu près 10 mètres. Lorsqu'on arrête, c'est réversible. En revanche, il y a un manque de base scientifique pour vraiment expliquer le phénomène et sa bonne efficacité actuellement n'a pas encore été scientifiquement démontrée. Le CSTC aujourd'hui travaille sur ce type d'intervention pour en connaître un petit peu plus les avancées. Donc voilà, il faut savoir que c'est quand même souvent une combinaison de mesures pour avoir un résultat optimal. Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du CSTC et consulter la note d'information technique numéro 252. Je vous remercie, bonne journée.